En 2005, Shasta, une fillette de seulement 8 ans, a vécu l'un des pires cauchemars que l'on puisse imaginer. À cause d'un tueur en série qui laissait depuis des années une traînée de morts partout où il passait, elle a été témoin de l'exécution brutale de sa mère, de son beau-père et de son frère aîné, qui ont été tués à coups de marteau, ainsi que de son frère du milieu, assassiné de 2 coups de fusil. Le criminel l'a gardée pendant des semaines en captivité, la soumettant aux abus les plus grotesques possibles. Shasta était certaine qu'elle serait la prochaine victime. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne lui ôte la vie aussi. Mais même si elle était si jeune, elle n'a pas cessé de se battre. À seulement 8 ans, elle a réussi à pénétrer dans l'esprit du ravisseur et à provoquer un retournement de situation surprenant dans cette affaire. La fillette est l'une des rares survivantes connues. Connue dans le monde à avoir vécu ce qu'un tueur en série peut faire de plus cruel. Et c'est grâce à elle, et uniquement à elle, que cet homme a finalement été capturé. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'incroyable histoire de survie de Shasta Groen et du tueur en série qui a exterminé toute sa famille, Joseph Duncan. Joseph Edward Duncan, le troisième, est né le 25 février 1963 en Caroline du Nord, aux États-Unis. Il est le 4e de 5 enfants, avec 3 sœurs aînées et un frère cadet. Joseph était le seul enfant de la maison à causer des problèmes de cohabitation, et ses mauvais comportements ne se limitaient pas seulement au foyer. En 1978, à seulement 15 ans, il a commis son premier crime. Utilisant une arme dont personne ne sait encore aujourd'hui comment il s'est procuré, Joseph a menacé un garçon de 9 ans et a abusé de lui. Bien qu'il ait été condamné et emprisonné en tant que mineur, il a été libéré de prison quelques mois plus tard. L'année suivante, en 1979, à l'âge de 16 ans, il a été arrêté pour avoir conduit une voiture volée, mais il a de nouveau été libéré presque 1 an plus tard. Avant cette libération, ses parents ont divorcé. Ses 3 sœurs aînées ont quitté la maison pour aller vivre ensemble dans une autre ville, et lorsqu'il est revenu chez lui, le cadre familial n'était plus le même. Joseph est devenu beaucoup plus rebelle. Des comportements antisociaux sont devenus fréquents et ses absences répétées en cours ont fait qu'il n'a même pas terminé la première année du lycée. Au final, il a abandonné ses études, n'ayant terminé que l'école primaire. Certaines sources affirment qu'à seulement 16 ans, il avait déjà abusé de plus de 10 garçons âgés au maximum de 12 ans. En 1980, alors qu'il n'avait que 17 ans, il a finalement été jugé pour avoir abusé de l'une des victimes qu'il avait dénoncées et, en conséquence, il a passé presque toute sa vie adulte en prison. Il a été condamné à 20 ans de prison. Joseph, qui avait 18 ans, n'a purgé que 14 ans lorsqu'il a été libéré en liberté conditionnelle à l'âge de 31 ans en 1994. Évidemment, il a recommencé à attaquer, mais malheureusement, à partir de ce moment-là, il a commencé à faire des victimes mortelles. En 2005, la famille Groen vivait dans une petite ville de 35 000 habitants appelée Coeur d'Alene, dans l'Idaho. La maison était un peu éloignée du centre-ville et loin de tout autre voisin. Ce genre de maison rurale, au milieu de la campagne, avec de grands terrains en plein air, et qui, bien qu'elle semble être un endroit paisible, peut devenir le pire cauchemar lorsqu'on a besoin de demander de l'aide. C'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 16 mai 2005. Y vivait Brenda Groen, 40 ans, son compagnon Mark McKenzie, 37 ans et 3 enfants, Slade, 13 ans, Dylan, 9 ans et Shasta, 8 ans. Mark n'était pas le père biologique des enfants, mais il s'occupait d'eux comme s'ils étaient les siens. Brenda a été mariée pendant 15 ans à un homme appelé Steve, avec qui elle a eu 5 enfants. Lors de la séparation, les 2 aînés sont partis vivre avec lui et les 3 plus jeunes sont restés avec elle. L'après-midi du 15, un dimanche, la famille s'est réunie pour un barbecue chez une famille amie de la région. Tout le monde s'est amusé, les enfants ont beaucoup joué. C'était vraiment une journée très agréable.
Cependant, dans la nuit du 16, Shasta et son frère Dylan ont été réveillés par leur mère qui leur a dit qu'il y avait un homme dans la maison et qu'ils devaient là tous aller dans le salon. Shasta, rappelons-le, une fillette de seulement 8 ans encore à moitié endormie et sans rien comprendre, a simplement obéi à sa mère et s'est rendue dans le salon. Quand la fillette et Dylan sont arrivés dans le salon, ils ont vu un homme totalement inconnu. Selon Shasta elle-même, il portait des vêtements noirs, et comme il faisait très sombre, elle ne pouvait pas bien voir son visage. Juste qu'il portait du marron. Il avait un marteau dans une main et un fusil dans l'autre. Cet intrus, bien sûr, c'était Joseph. Il a ordonné à Brenda, Mark et Slade de rester couchés par terre, a pris une corde et les a attachés aux mains et aux pieds. Le beau-père Mark disait encore qu'il n'avait pas d'argent, car il pensait qu'il ne s'agissait que d'un vol, mais le criminel n'a pas écouté. Malheureusement, personne là-bas ne pouvait imaginer quels étaient les véritables plans de Joseph. Shasta et Dylan ont seulement été attachés par les mains, car Joseph les a emmenés jusqu'à la voiture qui était garée à l'arrière de la propriété, les a mis à l'intérieur et j'ai retourné dans la maison. Les 2 enfants, déjà dans la voiture, ont été terrifiés après avoir entendu des cris désespérés venant de l'intérieur de la maison. Cet homme, un parfait inconnu pour eux, était en train de tuer Brenda et Mark à coups de marteau. Le couple est décédé sur place, mais Slade, sautant avec les 2 jambes encore attachées pour tenter de s'échapper, a réussi à atteindre la porte de derrière. Et c'est à ce moment-là que Shasta et Dylan ont vu leur grand frère sortir. Mais en quelques secondes, l'homme est apparu, lui a donné un coup de marteau sur la tête, ce qui l'a fait tomber, puis il l'a immédiatement tiré à l'intérieur de la maison par les jambes. Après le massacre, Joseph a conduit pendant des heures avec les 2 enfants jusqu'à l'État voisin, le Montana. Il s'est installé provisoirement dans une cabane abandonnée au milieu de la forêt, à environ 250 km de la maison de la famille. Ce n'était que le début du calvaire dans la vie des 2 frères qui se sont retrouvés seuls et sans défense, à la merci d'un homme inconnu et complètement déséquilibré. Bien que la famille vivait dans une zone reculée et isolée de presque tout, le crime a été rapidement remarqué ce matin-là grâce à un habitant de la région. Slade, le fils aîné, avait l'habitude de faire des travaux de réparation, de nettoyage et d'organisation dans les maisons de la région en échange de quelques dollars. Cela l'encourageait beaucoup à commencer à travailler et à gagner son propre argent. Cependant, le vendredi précédent, le service qu'il avait effectué n'a pas été payé car l'habitant de la maison n'avait pas d'argent liquide. Il a promis de retirer de l'argent pendant le week-end et de le lui apporter lundi matin. Et c'est précisément ce lundi-là, le 16, que cet habitant est arrivé à la maison de la famille et s'est retrouvé face à cette scène barbare. Brenda, Mark et Slade tués d'une manière complètement brutale. Il est parti immédiatement de la maison et a appelé la police. Ce résident est resté dehors en parlant avec les policiers. Et lorsqu'il a été informé que seuls ces 3 membres de la famille étaient sur place, il a alors signalé que les frères et sœurs plus jeunes étaient portés disparus, puisqu'il savait que 5 personnes vivaient dans cette maison. Alors la police, en plus de commencer l'enquête sur le triple homicide, a également lancé l'enquête sur le double enlèvement. Des affiches ont été distribuées dans toute la ville. La communauté s'est mobilisée pour retrouver les 2 personnes, et l'affaire a aussi été couverte par la presse et la télévision. Les policiers ont envisagé toutes les hypothèses possibles, y compris celle selon laquelle le père biologique était suspect. Cependant, Steve avait un alibi. Il était à la maison avec ses 2 autres enfants pendant tout ce week-end. Dès le premier jour de l'enlèvement, Joseph leur a clairement dit qu'il ne serait tant jamais secouru, car il avait lui-même ôté la vie à toute la famille et, par conséquent, il ne restait plus personne pour les chercher. Il a même demandé aux enfants de l'appeler Papa ou Jet, qui était son surnom, car à partir de maintenant, ils n'auraient ni plus que les uns les autres pour le reste de leur vie. Cependant, ils ne l'ont pas fait, car ils lui parlèrent à peine. Les frères et sœurs ont passé des semaines dans les pires conditions inhumaines possibles, se nourrissant très mal, ne mangeant que des conserves une fois par jour,
buvant très peu d'eau, sans se laver et, évidemment, subissant des abus physiques presque quotidiennement. Lorsque Joseph devait faire quelque chose en ville, comme acheter de la nourriture ou mendier, il les laissait attachés et enfermés dans la cabane. Un matin, Joseph a appelé Dylan à l'extérieur de la maison et a laissé Shasta à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, elle a entendu un coup de feu et a couru à la fenêtre pour voir ce qui s'était passé. En arrivant, elle a vu son frère allongé par terre, saignant du ventre, et juste après, Joseph a tiré à nouveau, cette fois dans sa tête. Shasta a crié très fort et est rentrée dans la maison. Encore une fois, elle a vu son frère mourir. Et encore une fois, elle n'a rien pu faire pour aider. Quelques secondes après, Joseph est entré et lui a dit qu'il lui avait accidentellement tiré dans le ventre. Et comme il s'est rendu compte que le garçon ne survivrait pas, alors, pour mettre fin à sa souffrance, il a tiré une deuxième fois. Joseph lui a dit qu'elle devait considérer cet acte comme un acte de miséricorde et qu'elle ne devait pas lui en vouloir. Il l'a alors enfermé dans la voiture, a pris le corps du garçon, l'a mis sur son épaule et s'est rendu dans une zone plus éloignée de la cabane où il l'a enterré dans une fosse peu profonde. Après cet épisode, elle n'a absolument rien dit à Joseph pendant quelques jours, répondant seulement au criminel en hochant la tête. À cause de ce comportement, il l'a attachée à un arbre pendant plus de 24 heures, ne la libérant que dans la nuit du lendemain. Un jour, Joseph a demandé à Shasta comment elle aimerait mourir, par balle ou étranglée. La fillette, complètement effrayée, a répondu qu'elle préférait mourir par balle, car elle savait que ce serait plus rapide. Même ainsi, elle ne sait pas pourquoi il a posé cette question, car quelques secondes plus tard, l'homme est entré dans la tente, a pris une corde, est sorti, l'a enroulée autour de son cou et a commencé à l'étrangler. Avec beaucoup de mal à respirer et même à parler, elle a dit « S'il te plaît, Jet, ne fais pas ça ». À ce moment, il a lâché la corde et, étrangement, s'est mis à pleurer. Juste pour rappel, Jet était le surnom qu'il avait demandé aux enfants d'utiliser quand ils voulaient lui demander quelque chose. C'était la première fois qu'elle s'adressait à lui de cette façon. Mais cela a suffi pour que Shasta, même à seulement 8 ans, puisse agir de manière astucieuse et commence à essayer d'entrer dans l'esprit du ravisseur. La fillette s'est mise à acquiescer à tout ce qu'il disait. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle comprenait que la mort de son frère avait vraiment été un accident. Elle a d'ajouter qu'elle ne voulait pas rentrer car elle savait qu'il n'y aurait personne. Elle l'appelait papa et disait être heureuse dans sa nouvelle famille. Shasta s'est rapprochée du criminel, gagnant sa confiance, jusqu'à ce qu'elle le convainque qu'il pourrait vraiment vivre comme un père et sa fille. Un jour, Joseph a dit qu'il allait l'emmener rencontrer sa mère, sa nouvelle grand-mère donc. Et c'est précisément pendant ce voyage que le miracle s'est produit. En chemin, Shasta a été vue, reconnue et la police a été immédiatement appelée. Le 2 juillet 2005, ils se sont arrêtés dans une station-service en bord de route. Shasta et le ravisseur ont été filmés par les caméras de sécurité de la supérette. Après avoir fait le plein de la voiture et Joseph avoir acheté du café, ils sont tous les deux partis à la recherche du snack-bar le plus proche, parce que la petite fille avait demandé un milkshake. Joseph s'est alors rendu dans un snack-bar au bord de la route appelé Dennis, et à leur arrivée, 2 hommes fumaient à l'extérieur. Ils ont immédiatement reconnu la petite fille des panneaux publicitaires qu'ils avaient en vue plus tôt dans la journée. Ils ont alerté la gérante qui à son tour a appelé la police. Shasta a été conduite à l'hôpital. Elle était sale, blessée à certains endroits du corps et a dû passer des examens médicaux. Steve, son père et sa grand-mère maternelle ont été informés que la fillette avait été retrouvée. Et ils sont allés à l'hôpital pour l'accompagner. Bien que les retrouvailles aient été émouvantes, cela a aussi apporté une douleur indescriptible. Shasta a révélé que Dylan n'était pas avec elle, car il avait été assassiné par le ravisseur. Après avoir quitté l'hôpital, elle a donné une déposition officielle à la police. La fillette a essentiellement raconté tout ce qui a déjà été rapporté, mais évidemment avec beaucoup plus de détails, surtout concernant les abus qui ne méritent pas d'être décrits ici. À chaque mot qu'elle prononçait,
Les enquêteurs étaient choqués par toute la perversité de cet homme. Mais en même temps, ils étaient admiratifs de la force et de l'attitude qu'elle avait eue face à tout cela. Avec beaucoup de difficultés à retrouver l'endroit exact, elle a tout de même conduit les policiers jusqu'à la cabane où elle avait été retenue pendant des semaines. Elle a précisé la direction prise par Joseph avec le corps de son frère. Une équipe a passé des heures à chercher l'endroit, mais ce même jour, ses restes mortels ont été retrouvés. Joseph avait 42 ans lorsqu'il a été arrêté. Dès son arrivée au commissariat, les policiers ont immédiatement compris à qui ils avaient affaire en consultant le système. Un criminel au lourd passé judiciaire, impliqué dans des délits depuis l'âge de 15 ans, bien que j'ai déjà mentionné les abus commis par lui dans sa jeunesse et que le massacre de la famille Grown semblait avoir été son premier crime avec des victimes mortelles, la vérité c'est que tout n'était pas aussi simple. Comme je l'ai mentionné précédemment, Joseph a été libéré en 1994 en liberté conditionnelle. Mais c'est à partir de 1996 qu'il a recommencé à agir, commettant de nouveaux crimes brutaux, qui n'ont été révélés qu'après son arrestation pour le massacre de la famille Grown. C'est grâce à sa confession que 3 crimes non résolus, qui étaient encore en suspens, ont été élucidés. Le 6 juillet 1996 à Seattle, 2 sœurs, Samiej White, 11 ans, et Carmen Cubias, 9 ans, avaient disparu. Les deux, issus d'une famille pauvre, étaient sorties dans la rue pour mendier, ce qu'elles faisaient en toujours, et elles allaient et revenaient en seules. Mais ce jour-là en particulier, elles ne sont pas revenues. La police a lancé les recherches, ils n'ont trouvé aucun suspect, aucun ennemi lié à la famille, et l'affaire est restée non résolue. Ce n'était que 2 ans plus tard, le 10 février 1998, lorsqu'un sans-abri qui cherchait un abri pour passer la nuit est entré dans une grange abandonnée et a été effrayé en y trouvant des ossements humains. La police a été appelée et il a été confirmé que les ossements appartenaient aux sœurs Samiej et Carmen. Le 4 avril 1997, Joseph a attaqué de nouveau, mais cette fois en Californie. Il observait déjà quelques garçons qui jouaient près d'un parc et tenant la photo d'un soi-disant chat disparu, il a demandé aux enfants de l'aider à le retrouver. Ils ont commencé à chercher le fameux chat dans le quartier, et quand ils ont réalisé que l'animal n'était pas là, ils sont tous revenus et se sont approchés de Joseph pour lui dire qu'ils n'avaient pas réussi à le trouver. À ce moment-là, il a attrapé l'un des garçons, Anthony Martinez, l'a menacé avec un couteau, l'obligeant à monter dans sa voiture, et les autres amis, tous des enfants, n'ont rien pu faire. Dès qu'il s'est monté dans la voiture avec Anthony et qu'ils sont partis, les garçons ont couru demander de l'aide. Quelques jours plus tard, le corps d'Anthony a été retrouvé près d'un barrage. Le garçon avait les mains et les pieds liés avec des signes évidents de maltraitance. À l'époque, un portrait robot a été réalisé sur la base de la description donnée par les enfants, mais aucun suspect n'a été retrouvé. Cependant, avec ces aveux, le portrait robot a pu être comparé, et certains enfants, désormais adolescents, ont été appelés pour l'identifier, et ils ont confirmé qu'il s'agissait de la même personne. Joseph a commencé à être jugé pour de nombreux crimes, et comme ils ont tous eu lieu dans des états différents, les audiences ont été très longues, car elles ont dû se dérouler dans la juridiction compétente pour chaque crime. Dans le but d'éviter la peine de mort, un accord a été conclu avec tous les procureurs dans lequel ils plaideraient coupables de toutes les accusations et aideraient également la police dans les autres enquêtes encore en cours. L'une de ces aides a été de partager les mots de passe de son ordinateur portable et ses accès en ligne. Ce qui a permis à la police de découvrir que Joseph tenait un blog en ligne où, de manière anonyme, il décrivait sa routine en tant que criminel sexuel. C'est sur ce blog que, dans l'un de ses derniers messages, il a raconté qu'il passait en voiture près de la maison d'une famille où il a vu un garçon et une fille dans le jardin en train de se baigner dans la piscine et il est devenu obsédé par les 2 enfants. Il a alors commencé à surveiller leur routine de loin et tout indique qu'il parlait de la famille Groen. En 2006, Joseph a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour chaque personne dont il a causé la mort. Cependant, même avec l'accord, le parquet voulait encore demander, au niveau fédéral, la peine de mort.
puisqu'il a eu plusieurs occasions de se réintégrer dans la société en tant que citoyen respectable, et à chaque fois, il a échoué. Ainsi, en 2008, lors d'un nouveau procès, Joseph a été condamné à la peine de mort. Shasta, la seule survivante de ce massacre, est allée vivre avec son père biologique et, pendant son adolescence, complètement traumatisée par tout ce qu'elle avait vu et vécu, elle a commencé à adopter des comportements rebelles. Elle a suivi des séances de thérapie, mais ne se sentait intégrée nulle part, jusqu'à ce que, encore adolescente, elle commence à fréquenter de mauvaises compagnies qui l'ont influencée à boire de l'alcool et à consommer de la drogue. Elle a lutté pendant de nombreuses années contre la addiction et n'a réussi à se libérer de cette addiction qu'à l'âge adulte. Les dernières informations que l'on a d'elle sont qu'elle s'est mariée, qu'elle a 4 enfants et qu'elle travaille dans un hôtel. Joseph, bien qu'il ait été condamné à la peine de mort, n'est pas décédé à cause de son exécution. En septembre 2020, en pleine pandémie, il a commencé à ressentir de fortes douleurs à la tête qui n'ont pu être contrôlées qu'avec l'utilisation de morphine. Quelques jours plus tard, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Cancer. On lui a proposé un traitement de chimiothérapie, mais il a refusé et il est décédé 6 mois plus tard, le 28 mars 2021, à l'âge de 58 ans, en raison des complications de sa maladie. Après qu'il a été confirmé qu'il avait tué au moins 7 personnes dans des circonstances d'une cruauté extrême. Les sœurs Samiejo et Carmen, en 96, le petit Anthony, en 97, et les 4 membres de la famille. En 2005, en plus de l'enlèvement, de la torture et de la séquestration de Shasta, la peine qui lui serait infligée serait la peine de mort par injection létale. Quelque chose de rapide et indolore. Mais le destin lui a infligé sa peine bien plus tôt que l'État n'aurait pu la prononcer. Et dans d'atroces souffrances, ce que l'État n'aurait jamais pu permettre.